Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver comme à chaque semaine. Aujourd'hui, je vous arrive avec le témoignage d'une victime d'abus et de maltraitance infantile. En effet, suite à ma vidéo sur Marina Sabatier, un sujet m'a été demandé, celui d'Elisa T. Par la suite de cette demande, je me suis procuré son livre Des fleurs sur la neige, qui a été vendu ici au Québec plus de 300 000 fois. Dès les premières lignes, je me suis mise à pleurer. Dès les premières lignes, j'avais l'impression que c'est moi qui écrivais ces lignes. Et là, je me suis rendu compte que si moi, j'ai l'impression d'avoir écrit ces lignes, il y a des milliers de personnes qui ont vécu la même chose. Il y a des milliers d'enfants qui aujourd'hui sont des adultes, qui ont vécu des abus, des violences et des maltraitances durant leur enfance. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, on n'en parle pas, on le cache peut-être. Peut-être est-ce un secret qu'on garde au plus profond de notre cœur. Ce livre qui compte 302 pages m'a pris environ 3 semaines à lire. J'ai dû faire des pauses, beaucoup de pauses, pour m'aérer l'esprit et pour me changer les idées. Évidemment, comme la plupart d'entre vous savez, les sujets qui touchent les enfants sont crispants. Ils fendent le cœur. Et là, aujourd'hui, la différence, c'est que on a la chance d'avoir le témoignage de la victime, de voir à travers ses yeux le temps de cette vidéo, de voir les émotions et les sentiments qui l'ont traversé et qui l'ont submergé tout au long de son enfance. Peut-être des émotions, des sentiments que nous-mêmes avons vécus et avons gardés en silence. Sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, pour ne pas mettre la vidéo en pause. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans l'histoire d'aujourd'hui. Elisa T naît en 1957 d'un couple formé par Gérard T et Martha. Gérard et Martha avaient déjà à cette époque un enfant de 3 ans nommé Richard. Les premières lignes commencent avec un souvenir très clair et net d'un des premiers moments de maltraitance de sa vie. Elisa T, à cette époque, a environ 1 an et demi, 2 ans. Elle est assise dans sa chaise haute et elle regarde par la fenêtre la neige tomber. Martha et Gérard se mettent à se disputer. Comme fréquemment d'ailleurs, comme presque tous les jours. C'est un couple déjà toxique. Ils se disputent, Martha crie et Gérard crie. Plus Gérard crie, plus Martha crie. Et plus Martha crie, plus Gérard crie. Richard est assis à table et lui mange son petit déjeuner, comme si ça lui faisait pas grand-chose. En effet, il est déjà habitué. Ça fait 3 ans qu'il vit ça. Elisa T se met à pleurer et se met à crier elle aussi. Elle aime pas entendre crier, comme la plupart des enfants. Lorsque Gérard quitte le domicile, Martha se rend près de sa fille, prend la cuillère qui est dans le bol juste en face d'elle et la gave de gruau. Elle la met à la bouche de sa fille qui refuse de manger. Soudain, Martha, avec une de ses mains, prend les 2 joues de sa fille pour la forcer à ouvrir la bouche. Elle met la cuillère de gruau au fond de sa gorge et Elisa T se met à vomir. Martha, complètement dégoûtée, va prendre la cuillère et va mettre le gruau qui a été vomi dans la cuillère pour la remettre dans la bouche d'Elisa T. Elisa T se remet à vomir et continue de pleurer. Elle pleure tellement qu'elle est sur le point de s'étouffer. Martha prend Elisa, monte les escaliers et la met dans sa bassinette et ferme la porte. Elisa T continue de pleurer pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et Martha ne revient pas dans la chambre. Elisa, elle est donc laissée seule dans sa bassinette, dans le noir de sa chambre, pleurant. Personne pour la consoler, personne pour l'aimer. Sur le point de s'endormir, Martha ouvre la porte de la chambre, prend Elisa T, la réveille légèrement et va près des escaliers. Elle s'arrête en face de ces mêmes escaliers et prend Elisa et la jette en bas. En 1959, la famille T accueille une nouvelle petite fille du nom de Diane. Du plus loin qu'elle se rappelle, Elisa n'a jamais eu les mêmes permissions que les autres membres de sa famille. Elle ne pouvait pas regarder la télé, ne pouvait pas regarder la radio. Elle devait demander la permission à sa mère pour aller aux toilettes et devait attendre que son repas soit servi sur la table et demander la permission à sa mère si elle pouvait manger.
Elle n'avait également pas le droit de jouer dehors, elle pouvait seulement s'asseoir sur la galerie et regarder ses frères et ses sœurs s'amuser. Suite à l'affaire du gruau, Elisatée développera des troubles alimentaires. Elle aura énormément de difficultés à manger et chaque repas, à chaque fois, elle vomira. Sa mère, Martha, aimait bien passer derrière elle lorsqu'elle était à table en train de manger pour la taper derrière la tête. Elisa va donc développer un stress lors des repas qui va l'empêcher de garder toute sa nourriture. Elle va donc développer ce qu'on appelle de l'anxiété autour du repas, autour de la nourriture. Lorsque Elisa commence l'école, Richard reçoit l'ordre par Martha de surveiller sa sœur, et si jamais elle fait quelque chose de pas correct, Richard doit le dire à Martha. Elisa se tient bien droite dans la cour de récréation et se tient bien droite dans la classe également. Elle ne fait aucune bêtise, mais lorsque Richard revient de la maison et que Martha lui demande si tout a bien été, Richard n'a rien à dire. Elisa a été parfaite à l'école, il n'y a rien à dire sur elle. Il se met donc à inventer des choses pour ne pas que lui se fasse battre. C'est donc à ce moment-là que Elisa se met à se faire battre pour des choses qu'elle n'a pas commises. À chaque fois que Elisa était victime de maltraitance par sa mère, Gérard n'était pas là. Martha attendait que Gérard soit parti au travail pour battre sa fille et la maltraiter. Martha va développer une expression que Elisa va comprendre assez vite et assez tôt durant son enfance. Lorsque Gérard était à la maison et que Elisa faisait quelque chose que Martha détestait, Martha lui soufflait à l'oreille « Attends, tu vas avoir ton biscuit ». Mais pour elle, un biscuit, ça se trouve pas dans l'armoire. Pour elle, un biscuit, c'est se faire frapper, se faire taper, se faire donner des coups de pied et des coups de poing. Se faire battre, tout simplement. Tandis que d'un côté, avec sa mère, Elisa ne reçoit pas d'amour, ne reçoit pas de câlin ni de « je t'aime ». Son père, lui, avait un emploi où il partait plusieurs jours au travail. Mais lorsqu'il revenait, il apprit à Lisa à tricoter. Il la regardait beaucoup. Il s'en occupait énormément, enfin, du mieux qu'il le pouvait. Une certaine jalousie va donc se développer de la part de Martha envers Elisa, et souvent Martha va reprocher à Gérard de trop aimer Elisa, de l'aimer plus qu'elle. Et Gérard, à son tour, mentionnera que Martha aime plus Richard qu'elle l'aime lui. Chaque fois que Gérard revenait à la maison, Martha avait toujours des choses négatives à dire d'Elisa. Elisa a fait telle bêtise, Elisa a fait ci, Elisa a dit ça. Et la colère en Gérard monte. Il est tanné de se faire dire ça. Il est tanné de se faire dire que Elisa fait des bêtises, fait des niaiseries. Un soir au souper, Gérard va piquer une colère monstrueuse. Il se lève en colère, frappe sur la table et se rend à la cuisine, dans le chaudron où il y a encore des patates. Il prend les patates et les lance directement dans le visage de sa fille. Le visage de sa fille se met à brûler, se met à chauffer parce que les patates étaient déjà cuites, étaient très chaudes. Elisa se met à pleurer et tout de suite après, Gérard se rend compte de la gravité de la situation. Il prend Elisa et va à la salle de bain avec elle pour tenter de la soigner, en lui disant « Plus jamais je ne referai ça ». Martha tenait toujours un accessoire dans sa main ou autour de sa taille, une ceinture. Une strap, comme on l'appelle. Martha aimait bien utiliser cette ceinture, mais pas pour faire tenir ses pantalons, mais plutôt pour la plier en deux et frapper Elisa avec. Au dos, aux cuisses, aux jambes, aux bras. Partout, n'importe quand. La moindre excuse était bonne pour frapper Elisa. Lorsque Elisa commence l'école, elle ne se fait pas réellement d'amis. Elle est différente, elle est bizarre. Elle est mal peignée, elle a des nœuds dans les cheveux. Elle est mal habillée, elle a des vêtements sales et des vêtements troués. Des vêtements tachés également. Elle est timide, elle est un peu naïve et elle a beaucoup de difficultés à se faire une vie sociale. Elle vit dans la peur et dans l'angoisse constante que Richard aperçoive une toute petite chose pour que Martha ait le prétexte de la battre au soir venu. Pourtant, une année, Elisa reçut son bulletin. C'était la première de classe. Elle était tellement fière. Elle se dit « Si je suis la première de classe, ma maman va peut-être enfin m'aimer. » Alors avec hâte, elle retourne à la maison et montre son bulletin à sa mère. Sa mère prend même pas la peine de le regarder, elle le pose sur le frigidaire et continue sa journée. Elisa est un peu déçue, mais lorsque Richard arrive, revient de l'école, il montre son bulletin à lui, à Martha. Et Martha prend le temps de le regarder. Il n'a pas d'excellentes notes
c'est pas non plus le premier de classe. Elle est tellement contente de son petit-fils qu'elle va lui offrir une surprise. Une surprise que Elisa n'aura jamais de la part de sa propre mère. Le même soir, Gérard revient donc à la maison et Richard montre son bulletin à son père qui le regarde attentivement. Il est content, mais sans plus. C'est pas le premier de classe, il a pas d'excellentes notes, mais ça reste que c'est quand même un enfant. Donc il le félicite et il s'en va à la cuisine. Richard mentionne que Elisa aussi a reçu son bulletin. Gérard regarde le bulletin attentivement et sourit du coin de la bouche. Elisa est la première de classe. Elisa a d'excellentes notes. Elisa a un excellent comportement. Gérard est très très fier de sa fille et la félicite. Ce qui rend Martha agressive, une agressivité qu'elle gardera en dedans d'elle jusqu'à ce que Gérard quitte la maison pour quelques jours pour aller au boulot, pour ensuite se venger sur sa fille. Un jour, un certain monsieur Beaulieu s'invita dans la maison. Il devient un genre de pensionnaire et avait sa propre chambre au grenier. Un jour, Gérard et Martha demandèrent à monsieur Beaulieu de garder les enfants le temps que ceux-ci aillent faire des commissions, aillent à l'épicerie, acheter de la nourriture ou encore des médicaments. Le couple partit, tandis que monsieur Beaulieu resta avec Elisa, Diane et Richard. Pour la première fois de sa vie, Elisa eut la permission de M. Beaulieu d'aller jouer dehors. Évidemment, elle en profita. M. Beaulieu s'assoit dans les escaliers et regarde les enfants jouer. Puis soudainement, il appelle Diane, la petite Diane, et lui offre un sac de bonbons. Elle est toute contente et elle ne veut pas partager. C'est sa surprise, c'est à elle. Évidemment, Elisa et Richard sont jaloux du sac de bonbons que Diane a reçu de M. Beaulieu. Et par la suite, M. Beaulieu dit à Diane qu'il a une autre surprise pour elle dans la grange. Et donc, Diane le suit jusqu'à la grange. Elisa trouve ça bizarre. Pourquoi l'autre surprise serait dans la grange? Elle dit à Richard, viens, on va suivre les deux pour voir ce qui se passe. Richard lui dit de ne pas se mêler de ça et continue à jouer. Pourtant, Elisa, elle est très curieuse. Elle veut savoir ce qui se passe. Elle suit donc M. Beaulieu et Diane en toute discrétion vers la grange, et lorsque la porte se referme, celle-ci se rappelle qu'il y a un trou dans le mur de la grange, et donc elle grimpe sur une caisse pour regarder par le trou. Et ce qu'elle voit va la choquer à tout jamais. Elle voit sa petite sœur qui est debout devant M. Beaulieu, qui lui retire la ceinture de son pantalon, déboutonne le bouton et baisse le zipper de son pantalon. Il demande à Diane de jouer avec lui. Elisa, troublée, traumatisée, descend de sa caisse et ouvre la porte de la grange avec un empressement fulgurant. Elisa se met à crier et à menacer l'homme. Elle hurle. Elle protège sa petite sœur. Et M. Beaulieu la menace à son tour de ne rien dire, sinon Elisa aurait affaire à lui. Avec la peur au ventre, malgré le fait qu'elle veut protéger sa sœur, Elisa T ne dira rien. Une semaine plus tard, la famille part pendant quelques heures et lorsqu'ils revinrent, M. Beaulieu a disparu. M. Beaulieu n'est plus là. Il est parti. Il est parti sans rien dire et Martha et Gérard se demandent bien pourquoi. Elisa T a une petite idée derrière la tête. Peut-être que c'est parce qu'il a été coincé avec ce qu'il a fait la semaine d'avant. Il a eu peur et il a fui. Tant mieux pour lui. Durant la semaine, l'anecdote avec M. Beaulieu trotte dans la tête d'Elisa. Elle y pense et y repense encore. Il faut qu'elle en parle, il faut qu'elle le dise. Elle prend donc son courage à deux mains et va voir sa mère pour lui expliquer ce qui s'est passé une semaine plus tôt. Martha l'écoute attentivement. Elisa raconte que M. Beaulieu a profité de Diane et lui a demandé de jouer avec lui dans la grange. Les faits, les dires de Elisa vont être confirmés par la petite Diane. On ne sait pas trop pourquoi, mais Martha va décider d'appeler ses sœurs et sa mère et une réunion familiale va avoir lieu dans la maison de la famille T. Toute la famille va donc se rendre au poste de police pour faire une plainte sur M. Beaulieu pour l'agression qu'il a eue envers Diane. Pourtant, la famille devra attendre dans la salle d'attente pendant plusieurs heures. Martha va se tanner et va donc décider de rentrer à la maison. Elle va donc abandonner la plainte qu'elle voulait faire envers M. Beaulieu. Lorsque tout le monde rentre à la maison, Diane décide d'aller faire ses devoirs et Elisa la suit. Les sœurs, la mère et Martha sont assises dans le salon et discutent entre elles. Puis soudainement, Martha appelle Elisa qui lui demande de venir au salon. Elisa s'exécute
Elle n'a pas le choix, elle va au salon. Martha baisse les culottes d'Elisa devant toute la famille. Elle se met à l'insulter, à lui dire qu'elle ressemble à un mi-homme et une mi-femme, qu'elle est trop poilue pour son âge, qu'elle n'est pas belle et qu'aucun homme ne voudra d'elle. À partir de là, Martha va se mettre à insulter Elisa devant n'importe qui est présent dans la pièce. Elle va l'insulter sur son physique, lui dire qu'elle est poilue, qu'elle a des grandes dents, qu'elle a de trop longs cheveux noirs, qu'elle est pas belle, qu'aucun homme voudra d'elle. Elle la traite de greluche, de grande dents, en référence à avec ses grandes dents. Elle la traite de grand noir, en référence à la couleur de ses cheveux. N'importe quoi pour l'insulter, n'importe quoi pour la blesser, n'importe quoi pour détruire l'estime d'elle-même qu'à ce moment, elle devrait être en train de se construire. À partir de cet instant, Elisa n'aura plus aucune estime d'elle-même. Elle se dira qu'elle ne vaut rien, que personne ne voudra d'elle, que personne ne l'aime, qu'elle n'est pas belle, qu'elle est trop poilue, qu'elle a de trop grandes dents et que ses cheveux sont ridicules, qu'elle s'habille très mal et qu'elle n'a aucun goût vestimentaire. Gérard n'était pas souvent à la maison. À cette époque, il travaillait énormément. Et lorsqu'il était à la maison, par contre, il se mit à remarquer que Elisa, à chaque repas, elle vomissait. Elle avait de la difficulté à manger et n'avait jamais faim. Il se dit que sa fille était sûrement malade et l'emmena donc chez le médecin pour une consultation. Ils firent des tests, mais ne découvrirent aucune maladie, aucun trouble. Le médecin mentionna à Martha et à Gérard que c'était une maladie imaginaire. À partir de là, toute la crédibilité de Elisa envers son trouble alimentaire va se disperser, ce qui va donner à Martha une autre excuse pour pouvoir la battre. Un jour, Martha revint à la maison très très heureuse. Gérard venait de lui faire un cadeau. Il lui avait acheté une voiture toute neuve. Il lui manquait seulement à avoir le permis de conduire. Alors Martha alla faire son permis de conduire et maintenant elle pouvait conduire et aller là où bon lui semblait. Un homme fit apparition dans le décor de la famille T. Il s'appelle Arthur. Arthur était un ami de Gérard, mais surtout un ami de Martha. C'était un ami de beuverie, un ami qu'ils avaient connu dans un hôtel, dans un bar, où ils passaient la plupart de leur soirée et la plupart du temps. Un soir, tandis que Arthur, Gérard et Martha avaient commencé déjà à boire à la maison, ils étaient sur le point de quitter la maison pour continuer leur soirée beuverie à l'hôtel du bar, et ils étaient tous les trois sur le porche. Tandis que soudainement, sans crier gare, Arthur pousse Gérard en bas des escaliers, qui se retrouve affalé, étalé de son long sur le béton. Il est tombé la tête la première sur le béton. Il a mal, il ne peut pas bouger, et ne peut même pas se relever. Martha dut appeler les ambulanciers, et Martha suivit Gérard à l'hôpital, laissant Arthur donc avec les enfants à la maison. Arthur entra dans la maison et referma la porte derrière lui. Il emmena donc Richard, Diane et Elisa dans la salle de bain parce qu'il avait quelque chose à leur montrer. Il ferma la porte derrière lui et la barra, et dit à Diane de prendre le sexe de Richard dans ses mains, que c'était pas dégoûtant, que c'était tout à fait naturel et que c'était même beau. Elisa demande à Arthur d'arrêter, demande à Diane d'arrêter, et plus le temps avance et plus Elisa se met en colère. On peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Elisa réussit malgré tout à ouvrir la porte et Diane s'enfuit en courant. Richard remonte ses culottes et s'enfuit lui aussi en courant. Arthur sort de la salle de bain et fait comme si rien n'était. Il s'en va au salon et demande à Diane et à Sylvie qui est la petite dernière de la famille, de venir s'asseoir sur ses genoux. Et c'est là qu'il va les agresser, en silence. Après cette soirée-là, Arthur va disparaître pendant un moment. Mais ça prendra pas des mois qu'il va être de retour dans la maison. Et là, à partir de là, Elisa va devenir la gardienne de ses frères et sœurs. Les soirées beuveries vont continuer avec Gérard, Martha et Arthur. Et lorsque Gérard part pour plusieurs jours travailler, Martha et Arthur partent également retourner au bar de l'hôtel pour continuer à boire. C'est donc Elisa qui doit gérer les enfants et sa mère l'interdit de dormir tant et aussi longtemps que Martha et Arthur ne sont pas revenus à la maison. Alors, ça lui arrivait souvent à Elisa de se coucher à 3-4 heures du matin et de devoir se lever à 7 heures pour préparer ses frères et sœurs pour l'école et partir toute la journée pour l'école. Gérard était souvent au travail, était souvent au boulot. Et c'est donc Martha qui gérait la maison, qui gérait l'école, qui gérait les enfants, qui gérait également les tâches ménagères, mais également les finances de la maison. Elle avait donc le contrôle et le monopole du compte en banque de Gérard.
Et sachant que Martha et Arthur buvaient tous les soirs, buvaient énormément et partaient toujours au bord de l'hôtel, l'argent commence à diminuer. Et un jour, Gérard, revenant du travail pour quelques jours, demande à Martha le livret de banque. Martha lui remet le livret de banque et celui-ci s'en va à la banque. Il revient et demande à Martha où est son argent. Son compte en banque est vide. Il se met dans une colère noire, une colère intense et décide donc de mettre Martha, Arthur et les enfants dehors. Il prend la paye qu'il venait de recevoir, il fait commander des caisses de bière et se met à les boire dans le salon, tranquille, bien peinard. Martha, Arthur et les enfants vont donc se retrouver dans le garage de la maison, attendant que Gérard soit trop saoul et qu'il s'endorme pour pouvoir retourner dans la maison et ainsi coucher les enfants. Lorsque Gérard s'est finalement endormi, les enfants montent à leur chambre et se couchent. Martha fouille les poches de Gérard pour prendre de l'argent et quitte la maison avec Arthur pour retourner au bord de l'hôtel et continuer leur soirée beuverie. Quelque temps plus tard, on sait que Martha va dire à ses enfants qu'elle comptait se séparer de Gérard pour se mettre avec Arthur. Au même moment, Arthur finit par emménager dans la maison. Pourtant, plus les semaines avancent et moins Gérard est présent dans la maison. Tellement qu'à un moment, il ne revient plus ou presque plus. C'est donc Arthur qui va prendre le contrôle de la maison, mais par contre, il doit se cacher. Il doit se cacher à travers les voisins. Parce que les voisins savent que Martha et Gérard sont mariés. Et à cette époque, l'infidélité, les amants étaient très très mal vus. Encore aujourd'hui, j'espère, mais à cette époque, c'était très mal vu. Et donc Arthur sort très peu de la maison, il reste dans la maison et c'est Martha qui va faire les commissions. C'est Martha qui s'occupe de tout ce qui est extérieur. Et donc, à un moment, l'argent commence à manquer. Arthur est sur le chômage, il ne reçoit pas énormément d'argent. Martha n'a jamais travaillé de sa vie non plus. C'est Gérard qui ramène l'argent. Mais il dépense l'argent à vue d'œil, comme ça, dans la bière, un peu dans la nourriture et dans les paiements de base qu'il y a à faire pour la maisonnée. À un moment, Martha et Arthur ont l'idée de mentir au prêtre. Martha va donc appeler le prêtre pour lui mentionner que Gérard part travailler, mais qu'il ne donne plus beaucoup d'argent, que le frigo commence à être vide et que l'armoire à manger aussi commence à être vide. Elle n'a plus d'argent pour nourrir ses enfants et elle en a besoin. Alors le prêtre va faire venir des caisses de nourriture à la famille T et le frigidaire et l'armoire seront remplis. Avec l'argent qu'ils auraient dû dépenser pour l'épicerie, ils vont pouvoir continuer à s'acheter de l'alcool. Le mensonge du manque d'argent pour la nourriture va continuer pendant plusieurs semaines. Mais un mois plus tard, Martha va rappeler le prêtre pour lui dire qu'ils n'ont encore une fois plus de nourriture. Par contre, cette fois, le prêtre ne répondra pas à leurs attentes. Il ne leur enverra pas de la nourriture. Contrairement aux semaines précédentes, c'était vrai qu'ils n'avaient plus d'argent. Alors le frigo est vide, l'armoire est vide et on rationne la nourriture qui reste. Les créanciers à cette époque vont se mettre à venir souvent à la maison des T pour récupérer des biens matériels pour les revendre et payer les dettes des T. Gérard, je ne sais pas s'il était au courant qu'il avait autant de dettes. Enfin, je crois pas. Mais les créanciers vont souvent repartir les mains vides parce qu'ils ne peuvent pas prendre les lits. Les enfants dorment dedans. Ils ne peuvent pas prendre le frigidaire ni même les biens parce qu'il n'y a pas de biens de surplus dans la maison. La ligne téléphonique va finir par être coupée également. Après plusieurs semaines d'absence, Gérard va revenir au foyer. Lorsque Gérard revient à la maison, l'ambiance dans la famille a extrêmement changé. En effet, les enfants appellent Arthur maintenant « papa » et appellent Gérard « monsieur ». Gérard trouve ça vraiment bizarre, il est même blessé, extrêmement blessé, puisque c'est lui le pourvoyeur de la maison, puisque c'est lui qui fait vivre toute sa famille. Mais il n'en fait pas de cas, il ne dit rien. Un jour, lorsque Gérard est parti en ville voir des amis, Martha et Arthur autorisent tous les enfants, même Elisa, à aller jouer dehors. Elisa, elle est extrêmement contente et elle va jouer dehors avec ses frères et sœurs. Quelques minutes plus tard, elle a envie de pipi, elle a envie d'aller aux toilettes. Elle ne sait pas si elle peut entrer dans la maison ou pas, mais elle se dit que faire pipi dans les buissons, c'est quand même assez bizarre. Donc elle entre dans la maison et lorsqu'elle entre, elle voit sur le sofa du salon sa mère qui est entrelacée par Arthur et qui s'embrasse. Elle se rend aux toilettes, puis elle ressort. Le lendemain matin, lorsque Elisa se réveille, Arthur et Martha dorment toujours. Les enfants sont réveillés et Gérard aussi. Elle prend donc son courage à deux mains et va voir son père
pour lui dire ce qu'elle a vu la veille. Son père va en profiter pour lui demander pourquoi il appelle Arthur papa et pourquoi lui, il l'appelle monsieur. Elisa va avouer que c'est Martha qui force les enfants à agir ainsi. Pris de rage, venant de comprendre que Gérard était cocu, que Martha trompe Gérard avec Arthur, il se met dans une rage noire. Lorsque Arthur et Martha se réveillent, Gérard va à la cuisine prendre un couteau et va courir après sa femme autour de la table de la cuisine avec ce couteau dans les mains. Martha court jusqu'à la chambre d'Arthur et s'enferme avec lui dans cette chambre. Gérard, qui est encore fou de rage, va à la cave, prend une pelle et revient et va dans la chambre principale, donc la chambre du couple. Ferme la porte et les enfants, bien attentifs, vont entendre des coups de pelle un peu partout. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Mais quelques dizaines de minutes plus tard, Gérard sort de la chambre et demande aux enfants de venir voir. Il a tout détruit, le set de chambre qu'il avait offert en cadeau à Martha. Il a détruit la base de lit, le matelas, les 2 tables de chevet et la commode. La journée va passer et Martha et Arthur sont toujours enfermés dans la chambre, tandis que les enfants n'ont pas réellement compris ce qui s'est passé. Au soir, Gérard va préparer le souper, va installer les enfants pour le souper et va appeler Arthur et Martha pour qu'eux aussi viennent souper. Arthur, Martha, Gérard et les enfants vont tous manger ensemble et par la suite, Arthur va proposer une bière à Gérard qui va accepter. C'est donc le lendemain matin, lorsque les enfants se réveillent, ils vont dans la chambre de leurs parents et voient une vision d'horreur qui va les marquer à jamais. On a Martha qui est au milieu du lit, on a d'un côté Arthur et de l'autre côté Gérard. Ils sont tous endormis ensemble, couchés, collés, et tous nus. Quelques jours plus tard, Martha et Gérard vont encore avoir une énorme dispute qui va mener à que Martha part de la maison. Elle décide de quitter la maison avec Arthur, mais également avec les enfants. Gérard veut que Arthur et Martha partent, mais pas les enfants. Martha va prendre les enfants et les enfants vont se diriger vers la voiture et finalement, elle va changer d'avis et elle va dire aux enfants de rester là. Elle part dans sa voiture avec Arthur et disparaît. Lorsque les enfants arrivent pour rentrer à l'intérieur, Gérard ferme la porte et la barre. Les enfants, pris dans la pluie, se retrouvent donc seuls sur le porche de leur maison à supplier leur père d'ouvrir la porte pour qu'il entre, mais celui-ci ne l'ouvre pas. Les enfants sont donc seuls et se mettent à marcher. Ils vont donc se rendre chez leurs grands-parents et vont leur expliquer la situation. Et leurs grands-parents vont s'occuper d'eux pendant plusieurs jours. À partir de là, au fur et à mesure des mois, voire des années, les enfants vont être extrêmement trimballés partout. Ils vont vivre chez les grands-parents, ensuite chez des oncles et des tantes, ils vont même être séparés. Et au fil des années, Martha, avec Gérard et Arthur, a eu 8 enfants. Et ils vont être séparés souvent, parfois ils vont être envoyés dans des couvents, des fois dans des orphelinats religieux également. Entre-temps, Martha va venir les chercher, va les ramener à l'orphelinat et ainsi de suite. Ils vont vivre dans l'insécurité, dans l'incertitude de revoir leurs frères et sœurs, dans l'incertitude de revenir à la maison familiale. Parce que malgré tout ce que Elisa a subi durant son enfance, elle voulait tellement que sa mère l'aime et elle voulait tellement que sa mère ne l'abandonne pas. Pourtant, lorsque Elisa est emmenée dans un des orphelinats religieux, elle va découvrir qu'elle a droit d'avoir des choses à elle. Une brosse à dents, du dentifrice, du shampoing, un lit, une chambre, des vêtements que les religieuses vont lui avoir donnés du magasin d'en bas. Il y a également Arthur qui va commencer à se mettre de la partie. En effet, Gérard et Martha sont maintenant séparés et Martha est en couple avec Arthur dans la maison familiale. En effet, au fur et à mesure des mois et des années, la famille a énormément déménagé. Et Arthur et Martha sont toujours ensemble. Elisa va commencer à vivre également des abus et de la maltraitance de Arthur. Donc, Arthur et Martha vont se donner à cœur joie. Arthur va prendre l'habitude d'agripper Elisa par les cheveux, tellement fort que souvent, il y a des motons de cheveux qui vont rester pris dans ses mains. On sait que Arthur était un fan de lutte et souvent il regardait la lutte à la télé. Et à un moment, il eut la brillante idée de prendre Elisa et de s'en servir pour faire des prises de lutte. Il va même encourager les autres enfants, donc ses frères et sœurs, à faire des prises de lutte à Elisa. Elle va être frappée, elle va être battue et elle va être coincée dans des prises où elle ne peut pas se défendre, tout simplement.
On l'a déjà vu ça, hein, cette affaire-là de lutte dans l'affaire Sylvia Likens qui, avec les enfants du voisinage, elle était coincée, elle devait subir des prises de judo, je crois, ou de taekwondo, quelque chose comme ça que les enfants s'amusaient à faire envers elle. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez aller la voir, elle est sur ma chaîne, donc c'est l'affaire Sylvia Likens. On sait que durant son enfance et son adolescence, sa mère a déjà tenté de la noyer une fois à la plage. Le comportement d'Arthur, plus les mois et les années avancent, commence à être de plus en plus pire. Colérique, impulsif, abusif également. À ce stade-ci de la vie d'Elisa, Arthur la bat, la frappe, essaie de l'abuser également. Il essaie de la coincer entre les murs de la maison pour pouvoir la violer, pour pouvoir l'agresser. Il abuse des petites sœurs d'Elisa. Son comportement devient très agressif puisqu'il boit toujours, il est impatient et même à un moment donné, lorsqu'un créancier se rend à la maison des T pour payer leurs dettes, celui-ci bat le créancier et Arthur se ramasse en prison. Le lendemain, Martha va payer la caution de Arthur pour qu'il puisse sortir de prison. Arthur a commencé à battre Martha. Et oui, tout le monde y passe. Un jour, la famille va déménager puisque les plaintes commençaient à être de pire en pire dans le voisinage. En effet, l'école d'Elisa avait remarqué que Elisa était mal habillée, elle avait souvent des bleus, elle était mal peignée, il y avait des nœuds dans ses cheveux, ses notes scolaires n'étaient pas très bonnes non plus, elle revenait sans jamais avoir fait de devoirs parce qu'à la maison, il était interdit pour Elisa de faire des devoirs. En effet, selon Martha, ça servait à rien parce que Elisa était niaiseuse, était nounoune, était stupide. Ça servait absolument à rien puisque de toute façon, elle n'irait jamais loin dans la vie. Et donc, les plaintes s'accumulent, les voisins commencent à regarder la famille T d'un œil différent, d'un œil étrange. Et donc, Martha et Arthur décident de déménager. Dans leur nouvel appartement, Elisa ne vivra pas une vie différente de celle qu'elle vivait lorsqu'elle était dans l'autre maison. Elle va se faire frapper aux jambes, aux cuisses, aux bras, au dos, au ventre. Elle va se faire battre. Elle va se faire donner des coups de poing, des coups de pied. Arthur va continuer de tenter de l'abuser. Arthur va continuer d'abuser ses frères et sœurs. Arthur va continuer de battre Martha. Dans cet appartement-là, Elisa sera victime de tentatives de noyade par sa propre mère. Sa propre mère va également l'obliger à boire du lait caillé. Martha va également forcer Elisa à se mettre à genoux sur des pois à soupe non cuits, les bras hantés comme ça, sans pouvoir bouger. Il y a un coin qui va être destiné à Elisa, c'est assis sur une chaise et devant passer toutes ses soirées sur cette chaise, à ne pas pouvoir aller aux toilettes, à ne pas pouvoir manger, à ne pas pouvoir bouger, ni même faire ses devoirs. Elle devra regarder le mur de longues soirées, très 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 souvent, chaque jour. L'alcoolisme d'Arthur devient de pire en pire. Arthur fait pipi sur le plancher, casse les fenêtres de la maison et lance les meubles un peu partout. Et lors de grosses disputes, il arrache même le fil de téléphone de la maison pour ne pas que Martha appelle la police. Lorsque le travail d'Arthur recommence, celui-ci repart en forêt pendant plusieurs semaines. Et pendant ces plusieurs semaines-là, Elisa a quand même un semblant de répit. Sa mère est beaucoup moins violente, elle ne la bat pas, elle ne la frappe pas, même qu'elle lui donne des permissions. Pourtant, lorsque Arthur revient à la maison, la vie de brutalité d'Elisa recommence. On sait qu'à l'âge de 14 ans, c'est encore Martha qui donnait le bain à Elisa une fois aux 2 semaines seulement. Elisa ne peut donc pas se laver plus que ça et ses troubles alimentaires vont continuer même à l'adolescence. On sait que sa mère la nourrissait très très mal, ce qui va encore plus engendrer le trouble du comportement d'Elisa. En effet, ça arrivait souvent, Martha ne nourrissait pas Elisa pendant plusieurs jours, et par la suite, elle la gavait de sandwich. Ensuite, elle ne la nourrissait pas, et par la suite, elle la gavait encore. À l'école, ça va vraiment pas mieux. Elisa, c'est la risée de son école. Elle pue, elle est mal habillée. Elle n'a pas d'amis, elle est timide, et il y a personne avec qui parler. Et même que Richard et Diane, à l'école, font semblant de ne pas la connaître, parce qu'ils ont honte d'elle. Elle est incapable d'apprendre en classe, elle n'écoute pas, parce que tout ce qu'elle fait, c'est penser à ce qu'elle subit à la maison et surtout à ce qu'elle va subir une fois revenue de l'école. Un soir, pour être gentille, alors qu'elle remarque que Martha et Arthur sont toujours couchés, Elisa décide de préparer le souper pour ses frères et sœurs. Elle sort donc des patates et commence à les peler avec un couteau. Elle les coupe ensuite et les met dans le chaudron. Quelques minutes plus tard, sa mère se réveille et se dit « Ce soir, elle n'a pas eu le temps de faire à manger, donc les enfants vont manger des œufs. » Or, les patates sont déjà en train de cuire.
Martha se met en colère et demande à Elisa où elle a mis le couteau à patate. Elisa le sort d'un panier qui était situé en dessous du lavabo de la cuisine et le donne à Martha. Martha prend le couteau et poignarde sa fille dans la cuisse. Puis soudainement, Martha va réaliser ce qu'elle vient de faire. Elle vient de poignarder sa fille et la cuisse de sa fille saigne abondamment. Elle va donc l'emmener à la chambre où elle va tenter de la soigner parce qu'elle dit « Je ne veux pas qu'Arthur te voie de même. » Une semaine plus tard, lors du souper, encore une fois, Elisa était capable de manger et lorsqu'elle met la nourriture dans sa bouche, elle vomit tout. Arthur se met en colère et va donc à la cuisine chercher un couteau et lui dit « Si tu n'es pas capable de manger par la bouche, on va te faire un trou dans le ventre pour y insérer la nourriture. » Tandis qu'Arthur s'approche d'Elisa, celle-ci tente de se protéger en mettant sa main sur son visage. Arthur la poignarde dans la main. Par la suite, Arthur retourne à la cuisine, prend une poêle, revient à la salle à manger et donne un coup de poêle sur la tête d'Elisa. Par la suite, Martha va refaire exactement ce qu'elle avait fait lorsque Elisa avait 1 an et demi. Elle va lui coincer les 2 joues entre ses mains, serrer très très fort pour que sa bouche s'ouvre et va lui insérer de force la nourriture dans le creux de la bouche. Martha va également prendre l'habitude de faire venir Elisa au salon et lui dire de se déshabiller devant Richard et Arthur. Arthur et Martha vont également prendre l'habitude d'embarrer Elisa à l'extérieur de la maison en plein hiver où elle devait passer toute la nuit à l'extérieur. On sait qu'à un moment, Elisa, Diane et Sylvie vont prendre le courage à 2 mains et vont aller voir Martha pour leur parler des agressions que Arthur leur fait subir. Martha, en colère, elle va engueuler Arthur et elle va même appeler la police. Arthur va aller dans la chambre et commencer à plier ses bagages. Martha va la suivre, ils vont fermer la porte. Ils vont avoir une discussion ensemble et Arthur va réussir à convaincre Martha que Elisa, c'est elle la tête pensante de ça, que jamais il n'agresserait ses enfants et qu'elle ment. Que Elisa veut prendre la place de Martha parce que Elisa, elle est amoureuse d'Arthur. Un soir, l'oncle Alfred, donc l'oncle de Arthur, fut invité à venir souper à la maison d'été. Martha s'est donnée à cœur joie, elle a fait un énorme souper, tout est parfait. Et après le souper, Elisa, Martha, Arthur et l'oncle Alfred décident d'aller faire une balade en voiture. Oncle Alfred est donc âgé environ de 70 ans. Et donc, ils partent en voiture et c'est à ce moment-là que Martha et Arthur annoncent à Elisa que dans 3 mois, elle va se marier avec oncle Alfred. Heureusement pour elle, quelques semaines plus tard, l'oncle Alfred va décéder, donc le mariage n'aura jamais lieu. Un soir, Arthur décide de battre Elisa avec une barre de fer. Il la frappe encore et du plus fort qu'il le peut. Aux jambes, aux cuisses, aux bras, à la tête, au dos, au ventre, elle est couverte d'ecchymoses et pourtant, sans même se cacher, le lendemain, Martha et Arthur forcent Elisa à aller à l'école. Et donc, la journée où elle va à l'école, le directeur et son professeur se rendent bien compte qu'elle est massacrée de bleu. Et donc, le directeur veut la voir dans son bureau. Le directeur et le professeur vont donc faire venir les services sociaux à l'école et Elisa va témoigner et Diane également. Par contre, au début de l'enquête, donc pendant les informations qui vont être mises dans le dossier, les parents d'Elisa, donc Arthur et Martha, ne seront pas au courant que les services sociaux savent que Elisa se fait maltraiter. Chaque semaine, les services sociaux vont venir à l'école pour parler avec Elisa, pour s'assurer qu'elle est encore en vie, que tout va bien, pendant que le dossier se met en route. Mais là, on tombe bientôt durant les vacances d'été. Et durant toutes les vacances d'été, Elisa ne reçoit plus la visite des services sociaux. Par contre, à la fin de l'été, alors que Elisa, elle est seule à la maison et que Martha et Arthur sont partis, elle reçoit un appel. Elle répond au téléphone et la voix au bout du fil lui dit « Elisa, c'est bien toi? » Et Elisa reconnaît immédiatement la voix. C'est la douce voix de la travailleuse sociale qui l'a suivie durant les derniers mois de l'année scolaire précédente. Et donc, la famille va être convoquée au palais de justice le lundi suivant. Lorsque Martha et Arthur sont mis au courant, ils se mettent à paniquer. Évidemment, ils paniquent. Et se demandent pourquoi ils sont emmenés à la cour. Est-ce que ça a rapport avec Elisa et la menace parce que tout est toujours de sa faute, hein? Tout
tout ce qui arrive sur la planète et tout ce qui leur arrive dans leur vie, c'est de la faute d'Élisa. Et le lundi, lorsqu'ils vont en cours, Élisa est emmenée dans la salle d'audience où il y a beaucoup de monde. Il y a le juge, des avocats et d'autres personnes. Et le juge pose des questions à Élisa sur ses abus, sur ses maltraitances, qu'il note minutieusement dans son dossier. Ça dure à peu près 1 heure, et 1 heure après, elle ressort, puis par la suite, c'est Martha qui est appelée dans la salle d'audience. Ça va durer plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. Et lorsque Martha ressort, elle est en furie contre Élisa et lui dit qu'elle va la mettre dans le trou que Arthur a creusé dans le fond de la cour. Martha et Arthur décident de partir du palais de justice et au moment où la famille quitte le palais de justice, les travailleuses sociales accourent et prennent Élisa et l'empêchent de partir avec sa famille. Parce qu'en effet, dans la salle d'audience, Martha a signé un papier comme quoi qu'elle renonçait à ses droits parentaux face à Élisa. Élisa T est enfin libre. À partir de cet instant, à l'âge de ses 16 ans, elle n'est plus sous la garde de sa mère. Elle est libérée physiquement de l'emprise de Martha et d'Arthur, mais émotionnellement et psychologiquement, elle reste toujours la petite fille, la petite Élisa T qui a peur. La petite Élisa T qui a peur de recevoir des coups. Et pourtant, elle sera adoptée dans une famille qui va énormément l'aimer et qui va l'aider à poursuivre son chemin, à poursuivre des études et faire d'elle une adulte la plus saine possible. Le livre des fleurs sur la neige voit le jour le 18 septembre 1985, qui deviendra un best-seller et vendu à plus de 300 000 exemplaires. Élisa T, comme je l'ai mentionné, va être adoptée par une famille très aimante où elle va grandir. Et bien que son corps porte les cicatrices de son passé et que son esprit est toujours tourmenté, elle a aujourd'hui 2 enfants qu'elle remplit d'amour le plus qu'elle le peut, peut-être même trop, comme elle aime le dire. Après la mort de son père, qu'Élisa retrouvera au début des années 2000, elle décide d'entamer des poursuites contre Martha et Arthur. Le 27 avril 2009, Élisa va témoigner lors du procès de sa mère à Roberval et son vrai nom est Lisa Trottier. Le vrai nom de sa mère est Gemma Anger, âgée alors de 72 ans au moment du procès. Le vrai nom d'Arthur est Joseph Bélanger, qui lui est âgé de 70 ans. Joseph décide de reconnaître sa culpabilité à 13 des 17 chefs d'accusation portés contre lui. Le 28 octobre 2009, on apprend que Gemma Anger et Joseph Bélanger sont reconnus coupables de 10 ans de prison ferme. Samedi, par contre, le 10 août 2013, Gemma Anger décède d'une crise cardiaque. Élisa Trottier n'ira pas aux funérailles de sa mère. J'imagine que vous l'avez constaté tout au long de cette vidéo, il y a quand même énormément de personnes qui ont été mises au courant de la santé physique et mentale d'Élisa. Les professeurs, les directeurs, même les voisins. Et pourtant, peu de choses se sont faites jusqu'à ce que Élisa ait 16 ans. Mais il manquait de peu pour qu'Élisa n'atteigne pas sa 17e année. Elle a été poignardée à 2 fois. Elle a été forcée de boire du lait caillé. Elle a été forcée de vivre dans une cave. Elle a été abusée, elle a été frappée, maltraitée, battue à bon nombre de reprises. Encore aujourd'hui, en 2025, ce genre de cas, bien qu'aussi grave que ce soit isolé, est quand même existant dans nos sociétés. Il y a des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, des enfants qui sont mal aimés, des enfants qui ne sont pas protégés ni même éduqués. Et c'est important de s'éduquer au travers des livres, des témoignages de victimes qu'on peut lire aujourd'hui. Je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo, mais à 2 fois, Élisa a tenté de mettre fin à ses jours. Et à 2 fois, elle n'a pas réussi. Parce que quand on est pris dans ce genre de vie-là, lorsqu'on est coincé dans une famille qui est toxique et qui ne nous aime pas, on pense que ce sera éternel. On pense que ces douleurs-là ne partiront jamais. On pense qu'on va même en mourir. On veut même finir par en mourir. Et pourtant, dans son cas à elle, ce n'est pas arrivé. Et dans plusieurs cas aussi, ce n'est pas arrivé non plus. Parfois, il ne suffit que d'un seul regard pour comprendre, que d'une seule parole pour aider. Fermer les yeux sur des voisins, fermer les yeux sur des enfants qu'on côtoie presque tous les jours peut entraîner leur mort. Et aujourd'hui, c'est important, encore plus dans nos sociétés dans lesquelles on vit, de s'ouvrir les yeux et d'aider le plus qu'on peut. De ne pas fermer les yeux sur ce genre de choses-là et de ne pas se dire que c'est pas de nos affaires. Ça prend tout un village pour élever un enfant et si ce village peut aider l'enfant à survivre,
à apprendre à vivre et à devenir un adulte épanoui et sain, ça commence aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé son contenu et n'hésitez surtout pas à vous procurer le livre Des fleurs sur la neige. Je n'ai pas tout mentionné, ce qui est dans le livre parce que c'est un livre à 300 pages. C'est pas un livre extrêmement long, mais il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses que j'ai omis parce que je me dis que si je raconte tout, il y aura moins de ventes peut-être puisque vous savez déjà tout. Et je pense que c'est important d'encourager cette femme forte, cette survivante. Elle a raconté son histoire, elle a posé son âme sur ses pages et je pense que c'est important de la soutenir parce qu'encore aujourd'hui, cette femme, comme tant d'autres femmes, comme tant d'autres hommes, garde encore des cicatrices, qu'elles soient guéries ou non. Et voilà. Donc, c'est tout pour moi. Sur ce, je vous laisse dans votre soirée, votre week-end, et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et surtout de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!